La pratique philosophique ne se contente pas de s'installer dans la raison. Elle interpelle et implique aussi la subjectivité de l'être. Dans cette vidéo, nous allons voir comment. La philosophie, en principe, c'est le règne de la raison. La raison, c'est une faculté qui me permet de passer au-dessus de ma subjectivité. Par exemple, je suis enfermée dans ma subjectivité quand j'ai très mal. Si j'ai très mal aux dents, si j'ai très faim, c'est une douleur qui m'est personnelle, qui m'est propre. Bon, alors, je peux passer par-dessus, si cette douleur n'est pas trop importante, en me concentrant sur autre chose. Par exemple, sur un problème de mathématiques, une déduction logique, en faisant une science, quelle qu'elle soit. Je vais concentrer mon esprit sur autre chose. Alors, vous me direz, la plupart du temps, on ne fait peut-être pas un problème de maths quand on a mal aux dents. On peut aussi se changer les idées en regardant une série américaine pleine de suspense. Bon, mais la raison, elle, ce qu'elle va permettre, et que ne permet pas la série américaine pleine de suspense, la raison, elle va permettre aussi de s'accorder avec les autres. Parce que si je fais mon problème logique ou mon problème de mathématiques, ou si je réfléchis de façon scientifique, une science humaine, la sociologie ou l'histoire, les autres vont pouvoir comprendre ce que je fais, me suivre dans mes raisonnements. Si je fais de l'histoire, par exemple, ils vont pouvoir comprendre quel événement je choisis, pourquoi je le choisis, quelles causes j'y vois, quelles conséquences j'établis, quels sont les liens que je repère. Ils vont pouvoir me suivre. Ils vont pouvoir d'ailleurs aussi me critiquer, me dire là, il me semble qu'il y a un problème parce que, et ils vont me donner un argument. Donc par la raison, on va pouvoir chercher un accord en étant aussi capable de se critiquer, mais pour aller vers le raisonnement qui nous paraîtra le plus juste possible. Donc la raison va permettre, a pour but cet accord commun. Tandis que quand vous souffrez, ben là on est dans un tout autre ordre. Si vous avez très mal aux dents, personne ne va pouvoir vous dire « Ah ben non, là je suis pas d'accord, j'ai un argument ». Il ne va pas pouvoir non plus vous dire qu'il est d'accord, c'est d'un tout autre ordre. Ce qui fait d'ailleurs que la souffrance, quand nous souffrons, nous avons le sentiment parfois d'être très seuls. Les autres ne comprennent pas ce que nous ressentons. D'ailleurs, petite image de mon ami Facebook Alain Savard, qui se trouvait l'autre jour au Québec à 4 h du matin, sur une civière entre les toilettes et les produits de nettoyage. Il venait d'être opéré, il souffrait et bon, grâce à Messenger nous avons pu communiquer parce qu'en France il était 11 h du matin et donc voilà, il était dans sa souffrance et quand nous sommes dans notre souffrance il est difficile d'accepter que les autres ne souffrent pas. D'un côté, c'est tant mieux, parce que s'ils souffraient comme nous souffrons, alors ils seraient amoindris et ils ne pourraient certainement pas nous venir en aide. D'un autre côté, puisqu'ils ne souffrent pas, qu'ils ne comprennent pas ce que nous subissons, ils peuvent être aussi très indifférents et nous laisser de côté entre les toilettes et les produits de nettoyage, en nous oubliant complètement. Quand nous souffrons, du fait que nous sommes enfermés dans notre subjectivité, eh bien, nous pouvons appeler à l'aide, demander aux autres de la compassion. Alors évidemment, le risque à ce moment-là, c'est de se centrer sur sa souffrance, d'en faire l'objet de toutes ses préoccupations, et donc de s'enfermer complètement dans sa subjectivité. Donc la raison permet de s'abstraire de la subjectivité, de partager des raisonnements avec d'autres et de les soumettre à la critique afin d'atteindre un certain degré d'objectivité. La subjectivité, au contraire, nous enferme en nous-mêmes, dans nos ressentis et nos jugements personnels, dans lesquels nous pouvons être confortablement installés, mais qui ne sont pas objectifs.
et ne conduisent pas au partage et à la critique. Le seul moyen de sortir de l'enfermement de notre subjectivité, c'est justement de raisonner. Cela permet de prendre un peu de hauteur. Par exemple, si je ressens une souffrance psychique, que je rentre dans une colère noire parce que quelqu'un m'a insulté, ou bien m'a pris la place de parking que j'estimais devoir être la mienne, ou bien si je suis triste parce que mon chef méprise mon travail, je risque de m'enfermer dans ce genre de sentiment, de ressasser ma colère, et alors tout va prendre la couleur de cette colère, et je ne parviendrai pas à en sortir autrement que par l'épuisement. Maintenant, le philosophe, lui, ou le scientifique, a l'habitude de ne pas s'enfermer dans ce type de sentiment, puisqu'il sait faire abstraction de sa subjectivité. Donc il est assez entraîné et il peut passer relativement vite de la colère ou de la tristesse au monde des idées. Il connaît un univers moins agité que celui des passions et il peut s'y réfugier. Vous connaissez ces personnes qui semblent très détachées, voire un peu froides, ces personnes qui savent raison garder. Alors, faut-il vivre essentiellement dans la sphère de la raison, comme l'ont fait bon nombre de philosophes, ou bien faut-il laisser une place aux émotions et à la subjectivité? Le philosophe est-il un être qui a effacé cette subjectivité en lui? Comment la pratique philosophique répond-elle à cette question? Certes, la philosophie nous demande de nous élever au-dessus de notre subjectivité et de nos passions. On imagine mal un philosophe se ruer dans la foule pour du Nutella. Une réunion de philosophes ne ressemble pas à une bousculade du peuple. Le philosophe paraît au-dessus de ces foules agitées. En tout cas, dans le monde dans lequel il vit, il n'y a pas de telle ruée. Ce qui donne parfois aux philosophes un côté un peu arrogant, au-dessus du monde. On est sage, non? Hein? Est-ce qu'on est sage? Alors, la philosophie avec la raison pour emblème est-elle une sagesse ou un moyen de s'éloigner du monde? La pratique philo, telle que je la conçois, est engagée dans le monde. Elle conduit à se confronter à lui, partout où on le peut, et à engager à la fois sa raison et sa subjectivité. Qu'est-ce que cela signifie sur le plan subjectif et existentiel? Premièrement, cela signifie s'engager, c'est-à-dire faire des choix et les assumer. Quand je prends des décisions importantes dans mon existence, par exemple, je décide de faire tel métier, ou bien de vivre avec une personne, ou encore de partir faire le tour du monde, il n'y a que moi qui puisse faire ce choix. Personne d'autre ne peut le faire à ma place, de la même manière qu'il n'y a que moi qui puisse ressentir ce que je ressens. Personne ne peut le ressentir à ma place. Le choix relève donc de la subjectivité et du ressenti, et non pas de l'objectivité neutre. Même si, bien évidemment, avant de m'engager dans un choix, je peux réfléchir aux différentes options qui se présentent à moi. Mais pour me lancer, et une fois que je suis lancé, c'est ma subjectivité qui agit. Le choix s'accompagne donc toujours d'une part de risque, d'irrationnel, d'incertitude. C'est bien d'ailleurs ce qui le rend inquiétant. Car si je connaissais l'option absolue, si je connaissais la bonne voie, alors finalement je ne choisirais plus, puisque je n'envisagerais même pas qu'il existe d'autres options possibles qui ont peut-être elles aussi du sens. Je rencontre souvent des personnes qui viennent en consultation philosophique et qui pensent qu'à l'issue de notre discussion, alors elles sauront quelle sera la bonne option pour elles. Mais non, ça n'est pas possible, elles seules pourront décider. La consultation philosophique leur permettra peut-être de retrouver cet élan qui leur manque pour s'engager, de prendre cette décision, mais elle ne pourra pas choisir à leur place. S'engager, ce n'est donc pas faire le bon choix, c'est faire un choix et lui donner du sens. Deuxièmement, accepter le recul critique. S'engager, ça n'est pas s'entêter aveuglément, sans réfléchir à ce qu'on fait. Lorsqu'on s'engage, il faut toujours garder ce regard un peu distant sur notre engagement. Sinon d'ailleurs, il ne s'agirait plus d'un engagement. À partir du moment où je m'entête, je fais comme si mon choix était absolu. Je fais comme s'il n'y avait plus d'autres options. Or, choisir, c'est toujours reprendre le choix que j'ai fait en ayant conscience qu'il est bordé d'incertitudes, en ayant conscience qu'il n'a rien d'absolu.
Par conséquent, l'attitude existentielle et subjective engagée par la pratique philosophique consiste à adopter une posture difficile, à la fois s'engager dans ce qu'on fait et à la fois garder un certain détachement, un certain recul critique. Je prends une voie, il en est d'autres possibles. Elle n'est pas la meilleure, peut-être, mais c'est celle dans laquelle je m'engage. Troisièmement, accepter la finitude de son être sans s'y résigner. Accepter qu'on est une petite chose, voire même un peu ridicule. J'ai fait d'ailleurs à ce propos une vidéo sur la question « Faut-il accepter d'être ridicule et idiot ?» Quelque part, nous sommes insignifiants si nous comparons notre être à l'infinité de l'univers. L'accepter, ça n'est pas s'y résigner, parce que si je m'y résignais, alors j'éprouverais une déception, une souffrance, en comparant la perfection et l'imperfection de mon être. Non, accepter, cela signifie croire quelque part que même si je suis une petite chose, même si je suis quelque peu ridicule et insignifiant, eh bien, je peux peut-être faire des choses qui auront du sens, je peux faire des choses bien, je peux y croire, je peux avoir la foi, un petit peu comme on croit au miracle, un petit peu comme les personnages de l'Iliade, d'Homère, qui sont aidés miraculeusement par des dieux alors qu'ils se trouvent en situation difficile sur le champ de bataille. Donc avoir une forme de foi, et je dirais, pour résumer, avoir le pessimisme de la raison et l'optimisme du cœur. La pratique philosophique implique un engagement existentiel de la part du philosophe et de ceux avec lesquels il philosophe, et qui l'incite à s'engager existentiellement. C'est pourquoi dans un atelier de pratique philosophique, il ne s'agit pas seulement de théoriser, d'apprendre les idées des grands auteurs comme cela se fait au lycée, ni seulement de développer des compétences argumentatives, mais dans ces ateliers de pratique philosophique, il s'agit aussi de travailler des attitudes, l'engagement et l'acceptation des dimensions imparfaites de son être, le positionnement et l'acceptation de l'erreur. La philosophie proposée ici, si vous participez aux ateliers ou si vous faites des consultations, n'est pas une philosophie refuge, un confortable plaisir spéculatif qui donne l'impression d'être intelligent. Non, il s'agit plutôt d'arrêter de se faire croire qu'on est intelligent, de se réconcilier avec une certaine bêtise, disons, avec le regard un peu enfantin de celui qui ose poser des questions, de celui qui ose proposer une idée et qui accepte de regarder les problèmes qu'elle pose. J'invite les participants à assumer leur idée le plus qu'ils le peuvent. C'est une sorte de mini-entraînement existentiel. Peut-être que si on apprend à se positionner en atelier, que si on travaille la critique sur nos idées, alors dans les choix importants de la vie, on saura aussi s'engager tout en acceptant les critiques. Mais la raison et le travail de recul qu'elle rend possible n'est évidemment pas exclu de la pratique philosophique. C'est pourquoi on alterne entre les moments où la subjectivité est engagée et les moments d'analyse par la raison. D'un côté, il s'agit de s'engager par exemple pour proposer une idée et de l'autre, de passer à des moments de méta-analyse, de métacognition. Un participant va par exemple proposer une thèse, puis ensuite il sera invité à examiner la validité de cette idée. Quelles sont ses conséquences, ses limites? Quelqu'un peut-il la critiquer? Non seulement on va l'inviter à penser, mais surtout à se regarder penser. C'est bien le travail philosophique qui nous permet de nous dégager de nos préjugés. La philosophie, la pratique philosophique ne peut relever d'un enseignement traditionnel, c'est-à-dire magistral, descriptif. Non, le praticien philosophe, à l'instar de Socrate ou même de Diogène, peut utiliser l'ironie ou la provocation. Il bouscule la subjectivité, il la fait réagir. C'est donc une connaissance qui ne se produit pas seulement en surface, mais qui aboutit à une construction de l'intérieur.